sans les ouvriers du TP ou du BTP, il n'y a pas de route, il n'y a pas de train, il n'y a pas de salle de spectacle. En fait, c'est quand même des métiers qui sont essentiels. Et si on n'est pas là, le spectacle ne fonctionne pas. Si on n'a pas une certaine taille, ça va être compliqué. On peut souvent avoir un risque de 30 à 40% de la valeur du chantier pour gagner 3 ou 4%. Si la courbe de trésorerie était négative, on ne prenait pas l'affaire. Je sais pas comment on peut le dire, mais en fait, quand je vais donner les chiffres, les gens vont se dire, c'est quand même... il faut y aller. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Build. Aujourd'hui, je reçois un géant du monde de la construction. D'ailleurs, vous allez le voir, pas géant uniquement parce qu'il fait 16 milliards d'euros et qu'il a 60 000 collaborateurs, mais parce que aussi c'est une vraie carrure. C'est quelqu'un qui s'est construit tout seul, qui a le goût du terrain et des chantiers. Donc ça collait parfaitement à la ligne éditoriale de Build. Je suis très content aujourd'hui de te recevoir, Pierre. Pierre, bonjour. Bonjour, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis très content de te recevoir. Et puis d'ailleurs, je me suis entraîné pour dire ton nom de famille. Et en fait, en vrai, pour être sûr que ça fonctionne, je préfère que ça soit toi qui le dise. Alors, je m'appelle Vanstoflegat. C'est un nom d'origine du Nord. Effectivement, il y a des consonances flamandes dans ce nom-là. Donc, on vient de la frontière belge. Voilà. Mais tu viens du Nord, mais par contre, tu es né au Maroc. Ouais. Mes parents sont partis à l'export avant que je naisse, et donc ils se sont rencontrés au Maroc, et je suis né au Maroc. Et je suis très fier, effectivement, de ce début de vie au Maroc. C'est un pays dans lequel j'ai beaucoup d'affection pour ce pays. J'y retourne régulièrement, notamment dans le cadre du boulot, parce que Colas, c'est probablement le premier pays où Colas est sorti de la France. Ouais, donc c'est un des grands pays d'activité de Colas. Et aujourd'hui, donc toi, tu diriges ce géant de la construction qui est le leader mondial en fait sur la construction des routes et d'ailleurs de toutes les infrastructures routières, c'est ça, pour se déplacer. Ouais, route et rail, en fait, on fait les deux, donc toutes les infrastructures, avec un modèle assez particulier, puisque effectivement, on part des matériaux jusqu'à l'entretien des routes. Donc on fait toute la vie de la route, toute la vie du rail, y compris la fourniture des matériaux, parce qu'on est un gros carrier. On doit être le 7e mondial au niveau des carrières et des matériaux. Et on est le numéro 1 mondial du négoce de bitume. Donc on est aussi très, très intégré verticalement. Et toi, tu as un parcours, on va y revenir, mais tu as un parcours en fait de progression continue d'ailleurs. On le voit dans toute ta carrière. Et d'ailleurs, je te posais la question tout à l'heure, juste avant qu'on appuie sur le bouton REC, et je te disais, en fait, tes parents, tu me disais qu'en fait, tu avais une maman qui était prof et un papa qui était teinturier, c'est ça ? Industriel, industriel. Ingénieur, et du coup, je te posais la question, je me dis, mais comment on arrive à faire Polytechnique, à faire l'école des mines ? Et du coup, tu peux me repartager Globalement, c'est plus... on suit sa scolarité, on arrive en prépa, et puis il y a le moment fatidique des concours. Donc, je me suis lancé effectivement dans cette épreuve de l'école polytechnique. Ça s'est bien passé. Probablement beaucoup de bol il faut un peu de chance. Et donc, c'était le bon moment. Mais après, il n'y avait pas forcément une ligne directrice ou truc. Chez moi, l'école polytechnique, ça se résumait aux gens qui défilent le 14 juillet avec un chapeau bizarre. Donc voilà. Donc, j'y suis rentré peut-être un peu par hasard, mais c'était une belle expérience. Ce background que tu as aujourd'hui scolaire, aujourd'hui, dans ton quotidien, c'est quelque chose qui t'aide quand on est à la direction d'une si grosse entreprise. Est-ce que des fois, tu fais un retour en arrière en disant, en fait, ce que j'ai appris à l'école, en tout cas ce que j'ai appris dans cette école-là, m'aide, ça m'a préparé. Ce qui a été le plus utile, c'est finalement le service militaire qu'on fait tout au début, l'apprentissage du commandement, parce que finalement, c'est la première étape du management. Et puis le deuxième, c'est l'intensité c'est l'intensité du travail qui fait que c'est une espèce de mécanique qui fait que le jour où il faut monter un peu en pression, où il faut être actif et aller vite, on est content de retrouver cette mécanique. Voilà. Et du coup, ton premier chantier, c'était quoi, Pierre ? J'ai commencé pas très loin d'où on est, là, du studio, une centaine de mètres plus au-dessus, sur le boulevard Sébastopol. Je participais à un chantier de creusement de tunnel. C'était le raccordement du RER D. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est normal, mais à l'époque, il s'arrêtait à Châtelet et il ne passait pas sous la Seine. Et donc, il y avait un petit bout qui a été rajouté en 93, 14, ça doit être dans ces eaux-là. Et donc, je participais au creusement de ce tunnel. Donc, j'avais un puits, boulevard Sébastopol, au milieu de la foule et des gens qui passent tous les jours, ainsi de suite. On descendait
Et puis on creusait le tunnel en dessous pour aller se raccorder dans Châtelet, dans la gare où il y a une des plus grosses gares de Paris. Voilà. Et ensuite, tu es allé construire un barrage en Chine. J'ai vu ça aussi. Ouais, je suis En fait, parti à c'est quoi les l'export. chantiers un peu fous de tes débuts ou les chantiers vraiment incroyables qui t'ont marqué? Ouais, c'est vrai que partir à l'export, c'était un rêve. C'était aussi le fait que j'étais né au Maroc, que mes parents avaient travaillé à l'export. Il y avait cette envie de retourner. Et effectivement, le premier chantier, je l'ai fait en Chine, au bout du monde. Je suis parti sans savoir où j'allais, ce que je faisais vraiment. Et puis, effectivement, c'était un chantier pharaonique. Il y avait 5000 personnes qui travaillaient sur le chantier. C'était en même temps que le barrage des Trois Gorges. C'est un autre barrage qui était fait sur le fleuve Jaune. Donc on est au milieu de nulle part. Et puis effectivement, on construit un immense barrage avec des camions monstrueux. Alors moi, je faisais les entrées des tunnels dans la montagne, puisque le barrage il coupe l'eau, mais il y a tout un tas de tunnels pour amener l'eau. Et puis sur celui-là, on était dans un monde un peu particulier. Le fleuve Jaune charrie énormément de limon. Et c'est lui qui amène toute la richesse du sud de la Chine en termes agricoles. Et donc, il fallait faire un barrage qui permettait de laisser passer ces limons, ces terres fertiles. Parce que sinon, ça allait appauvrir tout le sud. Et donc il avait à la fois le côté hydroélectrique, mais aussi le fait de laisser passer la terre et un certain nombre de terres riches. Voilà. Donc, c'est des projets comme on n'en voit qu'une fois dans sa vie, quoi. Mais c'est marrant, c'est vraiment plaisant. Tu t'es aussi passé par Schindler, par les ascenseurs. Tu t'as dirigé en fait la filiale française de Schindler aussi. C'était une expérience à ton retour d'export aussi. Comment ça s'est passé? Entre-temps, j'étais revenu un petit peu en France, je suis parti en Angleterre, j'ai fait plein de choses, mais ouais, à un moment, j'ai basculé chez Schindler, j'avais passé quelques années dans le monde des énergies-services, j'avais besoin de changer, j'avais fini aussi un cycle chez SPI, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans le monde des ascenseurs. On est dans le monde de la construction, mais dans un monde très technique. On est aussi en relation avec l'industrie, puisqu'on installe une machine qui est fabriquée par d'autres divisions de Schindler. Et puis dans un monde de techniciens de la maintenance aussi. Donc j'avais 1600 techniciens sur le terrain c'est un beau métier parce que les techniciens ils s'approprient la machine. Elle leur appartient quelque part. Chaque technicien, il a un territoire. Il a généralement une centaine de machines à entretenir à l'année. Et ces machines sont sa propriété. Donc il y a ce côté très de propriété, de responsabilité qui est passionnant. Donc du coup, c'est à la fois une grande richesse, une force et aussi une difficulté pour faire changer les choses, pour faire bouger petit à petit les éléments, puisque il faut à chaque fois changer les rituels, changer les façons de travailler des hommes. Donc c'est un métier passionnant. C'est un métier très technique. C'est un métier de transport. Finalement, on transporte des gens. Donc avec toutes les normes de sécurité. Il y a aussi beaucoup de phobie autour de cette machine. Enfin, c'est pas naturel de rentrer dans une boîte qui se déplace à grande vitesse dans un tube en béton. C'est pas spontané. Et donc il y a autour de la machine aussi beaucoup de vis-à-vis des clients, il y a un environnement très particulier. Donc j'imagine qu'on retrouve dans le monde des cordistes, des choses comme ça. Il y a cette notion de sécurité très forte, de responsabilité. Donc c'est un monde passionnant pour ça. Puis il y a deux choses que tu dis que je trouve qui sont hyper intéressantes. C'est que nos métiers de la construction, en tout cas moi je le vois avec nos équipes, ils sont fiers d'être intervenus sur des sites. Ils disent moi je suis intervenu là-dessus, j'ai fait ça, etc. Et puis ça reste toute une vie. Quand ils sont intervenus sur des monuments ou sur des grands bâtiments en construction, en fait, on ne pourra pas leur enlever qu'en fait, ils ont été là à un moment pour faire en sorte que la tour s'élève, pour que cette façade se répare, pour que la tour Eiffel soit repeinte, etc. Je trouve que c'est
il y a quelque chose de très fort par rapport à ça. Et je vois en fait beaucoup de fierté, en tout cas, dans mes et puis équipes. d'appropriation, effectivement. D'appropriation, c'est vrai que ça leur appartient un peu. Ça leur appartient. Le monument, il leur appartient. Quand on rénove Notre-Dame, effectivement, on la reconstruit, pardon. Il y a une appropriation. C'est à moi. C'est mon bout de nos équipes. Vous avez fait beaucoup de choses sur la charpente, mais nous, on a travaillé juste sur le parvis, juste l'entrée. Et quelque part, il y avait un élément tactile. C'était leur propriété. Ce carré de pavé qui est juste à l'entrée, il appartient aux équipes qui l'ont fait quelque part. Ouais, carrément, je suis complètement d'accord avec toi. Pourquoi les TP, le BTP? Moi, j'ai lu que tu disais aimer cette ambiance, ce monde, ces coups de gueule aussi. Voilà, les hommes avec les métiers, avec les mains. Mais pourquoi tu t'es spécialisé là-dedans et qu'est-ce que tu y as trouvé, toi? Alors, au tout début, j'y suis rentré parce que je voulais quelque chose de très concret. J'avais marre de l'école donc j'avais vraiment envie de toucher les choses. Et puis après, effectivement, j'ai trouvé un monde qui est un monde de passion, un monde d'énergie, un monde où les gens sont vrais, ils disent les choses, où tout est possible tous les jours. Donc c'est à la fois un monde dangereux, mais c'est un monde qui est plein d'envie, plein de passion. Tous les gens que je côtoie tous les jours sur les chantiers, ils le font avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'énergie, de fierté. On a évoqué, je pense que les gens sont dans le BTP, ils sont pas par hasard. Ils sont là parce que ça leur fait plaisir. Souvent, on y rentre parce que il faut manger, il faut vivre, mais en même temps, après, on y reste parce que c'est un monde passionnant. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, je suis très aligné avec ça. ça. C'est un monde d'intégration aussi, on l'oublie souvent, mais c'est nous qui accueillons la plupart des générations après générations qui viennent de l'étranger, qui immigrent, qui viennent, parce que souvent c'est des métiers qui demandent peu de qualification, ou pour le moins on forme les gens directement sur le terrain. On a parlé des diplômes, mais c'est un monde où les diplômes comptent peu pour rentrer. Et donc on accueille finalement la plupart des générations d'immigration et immigration. Donc on a cette diversité, cette multiplicité. Le premier chantier fameux sur le boulevard Sébastopol, je crois que j'avais 17 nationalités sur le chantier. Il y avait une grande partie de l'Afrique, il y avait une partie de l'Europe, donc tout le monde était là. Ça parlait un sabir, voilà. Mais le matin au café, tout le monde était aligné. Il y avait toutes les couleurs, mais on était tous là au café. Ouais, c'est super. Si on parle un peu de Colas, en fait, aujourd'hui, qu'on prenne la voiture, qu'on prenne l'avion, qu'on prenne le train, en fait, partout où on va rouler, en fait, il y a du Colas, c'est ça? C'est quoi le métier? Aujourd'hui, tu disais, il y a deux activités. Il y a effectivement les matériaux que vous mettez en œuvre, mais pas uniquement. D'ailleurs, vous les fabriquez, vous êtes un carrier. Et puis après, il y a tous les métiers de la construction autour de ça. Oui, construction des infrastructures. Donc, on est à la fois sur la route, dans toute son durée de vie. Donc on va construire les routes, les autoroutes, avec les ouvrages d'art simples qui vont avec. Les gros ouvrages d'art, généralement, c'est nos camarades de Bouygues Construction qui font ça, mais tous les petits ouvrages qu'on va avec, les terrassements qui sont autour. Il y a souvent beaucoup de ce qu'on appelle le VRD, donc des réseaux, il faut enfouir de l'eau, d'évacuation, tout un tas de choses autour. Et puis jusqu'au tablier, donc la partie roulante, ce que les gens voient, la partie noire, y compris dans des choses des fois un peu particulières comme les circuits automobiles. On fait les pistes d'aviation, c'est souvent c'est une route, mais une route un peu plus épaisse, un peu plus solide entre guillemets. Et puis on fait tout le monde du rail, donc bien évidemment la voie. Mais aussi tout ce qui est caténaire, donc tout ce qui est électrification, les énergies qui vont autour, et puis les mondes aussi de la signalisation, donc c'est tout ce qui est la commande des trains pour être certain qu'ils se croisent bien au bon endroit. Et c'est assez important, la sécurité quand même aussi dans le transport. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est on fait pas le train en lui-même. On fait tout ce qu'il faut pour qu'il circule. Donc voilà, c'est tous ces métiers autour des infrastructures.
on est souvent le slogan, c'est We Open the Way, on ouvre le chemin, on est un peu pionnier quelque part, parce qu'effectivement, avant de commencer un projet, souvent, il faut commencer par faire la route, il faut l'accès, voilà, que ce soit une ferme éolienne au bout du monde, il faut quand même un bout de piste pour y aller. Donc, on est ceux qui ouvront le chemin pour qu'on puisse construire ou ouvrir de nouveaux champs de conquête. Voilà. Donc, c'est pas sûr. Ça me parle beaucoup parce que tu sais, nous, on a une de nos entreprises, qui fait ça en montagne, voilà, qui pose des solutions en fait légères pour pouvoir justement construire des chemins d'accès à des endroits où c'est très compliqué d'accéder. Et c'est la première étape du chantier, c'est déjà un chantier en lui-même que le fait de pouvoir accéder à l'endroit où on doit intervenir. Donc je vois parfaitement ce que tu veux dire. On a ça à La Réunion, par exemple. À La Réunion, on a des équipes qui font dans les cirques, des choses comme ça, qui posent des passerelles aussi, des choses comme ça. Effectivement, là, on est dans le petit, dans le bois, mais c'est voilà. Donc on essaie d'ouvrir tous les chemins et jusqu'aux grandes autoroutes. Tous ces chemins sont nécessaires. Et puis c'est alors, une fois qu'il est construit, tout le monde oublie, on roule dessus, voilà. Mais c'est un élément important de l'économie du pays, puisque finalement, c'est parce que ces infrastructures existent, parce qu'il y a ces chemins, ainsi de suite, que l'économie du pays peut fonctionner. On le voit, nous, dans des pays un peu plus lointains, on travaille beaucoup à Madagascar, par exemple. On refait des routes complètes qui ont disparu. Ça change complètement la donne l'économie vivrière qui ne pouvait plus exporter ou sortir ses produits, tout d'un coup se rouvre. On ramène de la vie quelque part. Donc ça ramène du sens aussi sur le produit, même si à la fin on l'oublie, mais sans les routes, il ne se passe pas grand-chose. Je dis souvent ça, effectivement. Sans les ouvriers du TP ou du BTP, il n'y a pas de route, il n'y a pas de train, il n'y a pas de salle de spectacle, il n'y a pas de toit sur la tête, il n'y a pas de grand magasin, il n'y a pas d'usine. En fait, c'est quand même des métiers qui sont essentiels. Et les routes font partie, effectivement, de ces métiers essentiels. Ouais. Aujourd'hui, tu es à la tête de 60 000 personnes. Comment on fait pour garder le lien avec les gens qui travaillent sur le terrain, Pierre, quand on a autant de monde autour de soi? Comment tu fais, toi? C'est quoi ta méthode? Bon, déjà, c'est très pyramidal. Hein. Moi, j'ai une équipe de direction qui fait une quinzaine de personnes. Puis après, ça échelonne grandes zones, pays, régions, agences. Donc, on est dans un monde très, très diffusé. Et après, la seule méthode que j'ai trouvée pour garder les pieds sur terre et garder le contact, c'est de me déplacer beaucoup et d'aller beaucoup voir les équipes. Donc, je suis la moitié du temps en déplacement à l'étranger, au contact des équipes. Et donc, les semaines en déplacement, c'est une suite de visites ou d'agences, les bureaux, on va voir les gens, ainsi de suite, ou de sites industriels ou chantiers en construction. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pas effectivement se perdre dans une tour d'ivoire, c'est de passer du temps sur le terrain au contact des gens, à la fois pour comprendre ce qu'ils font, toucher du doigt les réalisations, voir les sites, comprendre, parce que c'est difficile de prendre des décisions quand on est loin, quand on ne sait pas de quoi on parle. Quand on a vu le truc, ça prend une autre dimension. C'est vrai qu'aller sur le terrain, ça reste finalement la clé de tout dans ce métier. Et à quel niveau de détail déjà, c'est incroyable, hein, la moitié du temps, c'est pour le coup, ça veut dire que tu y passes vraiment beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu vas chercher sur le terrain? Est-ce que tu as des questions que tu poses systématiquement aux gens que tu rencontres? Est-ce que tu y vas pour représenter l'image de la direction de Colas? Est-ce que tu y vas vraiment... Je sais pas, hein, je te pose la question, est-ce que tu y vas pour faire quelque part une forme de contrôle aussi, de contrôle de gestion, rentrer dans le détail des chiffres, c'est-à-dire qu'est-ce que tu discutes avec les patrons de tes business units dans les différents endroits où tu vas? Quel est l'objectif pourquoi tu y vas? Est-ce que c'est
vraiment pour faire des relations publiques pour tes équipes ou est-ce que c'est vraiment aussi pour voir, comprendre les chiffres, les Il y a fondamentalement les deux. Il y a Okay. à la fois, quand tu vas sur le terrain, tu es en représentation, parce que quelque part, les équipes attendent beaucoup de cette visite pour poser des questions, pour comprendre. Souvent, ils s'inquiètent sur la vie de l'entreprise, sur la performance, ainsi de suite. Donc, à la fois, tu délivres un message et au plus près du terrain. Et puis, en même temps, c'est l'occasion, de bien comprendre comment il fonctionne, parce que finalement, chaque modèle s'est adapté au terroir dans lequel il vit. Il n'y a pas un seul modèle. On s'adapte aux clients, on s'adapte. Voilà, nos équipes vivent sur le pays, dans le pays. Elles sont issues du pays ou du territoire. Et donc, elles l'ont fait en fonction de ce qu'il y avait sur place. Et elles se sont adaptées. Donc, c'est comprendre les ajustements. Et puis, c'est l'occasion aussi, effectivement, de revoir avec chacun des patrons locaux ses chiffres, sa performance, les difficultés. Et puis, des fois, de prendre un certain nombre de décisions sur ce qu'on fait ou ce qu'on va faire. On a aussi... il y a des visites qui sont parfois un peu difficiles où la question se pose, est-ce qu'on va rester, est-ce qu'on va continuer l'activité ou est-ce qu'il faut s'en aller parce qu'on n'est pas capable de travailler dans le pays. Il y a des questions des fois un peu douloureuses. Ouais, j'imagine. Mais c'est toujours le double enjeu, à la fois de visiter, comprendre, et puis analyser, voir la situation au plus près du terrain, et puis en même temps de délivrer un message, de passer une communication sur l'entreprise, ce que c'est, sur les valeurs aussi. En fonction du moment, on va passer des messages plus ou moins importants sur les thèmes qui tiennent à cœur à l'entreprise pour le moment. Pierre, on a fait une pause technique parce qu'il y avait des travaux juste à côté. On était en train de parler du BTP. Et, il y a des gens qui font du chantier juste à côté du studio. Donc effectivement, on peut rien dire. Il y avait du bruit. Ils sont hyper sympas parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient nous laisser encore un peu de temps pour enregistrer. Je voulais revenir sur un point qui est important. En fait, toi, tu prends la tête de Colas dans un contexte qui est inflationniste, dans un contexte instable économiquement. Aujourd'hui, Colas, c'est 60% de l'activité à l'export. Ça a été quoi ta priorité numéro 1 quand en fait, tu as repris la direction générale de Colas ? Globalement, la boîte était en bonne forme. Donc, moi, j'ai continué quelque part sur les rails qui avaient été tracés. Et puis après, la première priorité, ça a été d'analyser les endroits où on était en grande difficulté sur certains pays, même avec toute la bonne volonté du monde. À chaque fois, on fait un plan de retournement, choses comme ça. Mais donc, il faut avoir le courage, je pense, à certains moments, de dire on n'y arrive pas. C'est pas nous. On n'est pas capable, notre modèle n'est pas compatible avec ou le pays ou les choses. Et donc dans ces cas-là, il faut être capable d'arrêter ou de céder cette activité. Donc on a une grosse partie d'acquisition, on fait beaucoup d'acquisitions dans le cadre de Colas, mais on a aussi cédé un certain nombre de positions parce qu'on n'était pas capable de les gérer, ainsi de suite. Faut être réaliste à certains moments qu'on n'est pas toujours capable de tout gérer, tout réussir. Donc, quand on n'est pas capable, on arrête. Tu vois, moi je m'interroge... on a des activités, effectivement, avec des marges faibles. On va en parler tout à l'heure des marges de notre secteur et de ton secteur particulièrement. Mais tu vois, en fait, moi, j'essaie toujours de m'interroger en me disant, effectivement, est-ce que ces pertes qu'on a là, est-ce qu'elles sont structurelles ou conjoncturelles ? Et en fait, on se rend compte que parfois, il y a des business models qui sont très différents ou des secteurs d'activité ou alors même des secteurs géographiques sur lesquels, en fait, nous, on n'a pas les facteurs clés de succès pour pouvoir y arriver. Quand je t'entends dire qu'en fait on s'évertue parfois à réessayer en fait tous les ans, tous les 2 ans en fait en se disant en fait on va y arriver, on va essayer une nouvelle méthode, etc. Et qu'en fait on n'y arrive pas. Globalement, c'est aussi des décisions parfois qui sont difficiles à prendre. Oui, douloureuses pour les équipes, douloureuses pour tout le monde. Mais il faut les prendre, il faut avancer sur ce sujet. Il y a dans les métiers, je pense que la part de marché sur un marché. Alors après, la définition du marché est toujours une question un peu. Dans les métiers d'infrastructure, mais la construction, c'est souvent à l'échelle d'une grande région. Donc à la France, on va avoir autour d'une grosse agglomération, ça va constituer. Alors est-ce que c'est 1 ou 2 départements, mais c'est un marché. À l'échelle des États-Unis, c'est plus un État, c'est presque un pays dans le truc. Donc voilà les tailles de marché. À l'échelle de ces marchés, moi je suis convaincu qu'il faut avoir une certaine part de marché. Si tu pèses 5-10% du marché global, globalement, tu vas avoir un impact sur le marché, tu vas être présent, tu vas avoir les compétences, tu vas être attractif aussi pour les bons collaborateurs, et donc tu vas représenter quelque chose et tu vas performer. Si tu es le petit poussé qui est 32e dans la liste des entreprises sur place,
en plus avec une structure de groupe qui est plus coûteuse que les PME, plus structureuse, et ainsi de suite, globalement, ta performance, elle n'y sera pas. Donc, on est souvent face à une question, quand on est au milieu du gué comme ça, trop petit, est-ce qu'il faut partir parce qu'on n'y arrivera pas, ou est-ce qu'il faut trouver un moyen de grossir assez rapidement? Et souvent, les acquisitions sont une solution par rapport à ça. Okay. Je crois beaucoup à la notion de part de marché sur ce marché. C'est fondamental. Et dans nos métiers, c'est assez perturbant, mais la marge elle est assez linéaire par rapport à la part de marché. Dans les endroits où on est très fort, globalement, on attire les meilleurs marchés, les meilleures équipes, la meilleure performance. On a le matériel aussi qui permet de faire les gros chantiers et tout ça. Et donc, on tire vers le haut la marge. Quand on n'existe que très peu, très ponctuellement, c'est extrêmement difficile. Et on est fragile parce qu'on dépend souvent de quelques collaborateurs, parce qu'on n'a pas des grosses équipes. Et donc, s'il y en a un qui part, tout d'un coup, c'est la cata, on ne sait plus faire. Donc voilà. Je voulais qu'on parle un petit peu d'avenir. Là-dessus, on reviendra après sur les marges, etc. Tes moteurs de croissance aujourd'hui, toi, quand tu as pris la tête de Colas, comment tu les as identifiés ? Tu nous as dit là que en fait, pour gagner de l'argent, il fallait d'abord arrêter d'en perdre dans nos métiers. Je pense que ça, c'est important de le rappeler. Mais ça a été quoi, en fait, ta logique? Ça a été de dire, d'abord, je stabilise l'activité, ou alors je vais chercher des marchés en croissance sur des activités qu'on a aujourd'hui. Comment tu vois ton marché? Quels sont tes vecteurs, justement, de croissance? Comment tu vas les chercher? Alors, effectivement, la première phase, ça a vraiment été de stabiliser la boutique et d'arrêter de perdre de l'argent, donc de fermer les foyers de perte. Donc ça c'était clair. De faire aussi un peu de sélectivité sur les affaires, notamment sur les très grands projets, d'imposer des règles un peu plus dures sur le choix et sur la prise de risque, puisqu'il y avait quelques projets en difficulté, donc d'être un peu plus rigoureux sur ces choix, quitte à prendre moins de volume, mais vaut mieux prendre des affaires à bonne marge plutôt que travailler pour la gloire. Ça n'a jamais servi l'entreprise. Quand tu dis ça, Pierre, c'est-à-dire les règles que tu as fixées, tu peux nous en donner quelques-unes? C'est quoi? C'est les niveaux de marge, c'est l'analyse du risque, c'est les types de contrats qu'on choisit. Arrêter de prendre des responsabilités sur des choses qui ne sont pas dans notre scope. On nous a demandé par exemple dans le rail de prendre le risque sur le matériel roulant. On ne fabrique pas de matériel roulant, ce n'est pas notre truc, donc on n'a rien à faire dans ce type de marché. Donc il vaut mieux accepter de refuser entre guillemets certains marchés que de prendre un risque disproportionné dans lequel 3 ans, 1 ou 4 ans après, on découvre qu'on perd quelques dizaines de millions d'euros. Donc il faut être rigoureux et parfois prendre des décisions qui font pas plaisir, parce qu'on a fait le travail de chiffrer, d'analyser, il y a de l'envie, parce que c'est des beaux projets, des trucs comme ça, mais il vaut mieux accepter de dire non, on ne va pas le faire, plutôt que de rentrer dans des choses où on prend trop de risques et trop d'éléments. Donc ça veut dire que tu as un comité d'engagement? Il y a des comités d'engagement systématiquement à tous les niveaux de la hiérarchie. Moi, je prends au-dessus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc on a deux niveaux. Un premier niveau qui est avant de démarrer le chiffrage, pour dire est-ce qu'on va suivre cette affaire. Okay. Là, c'est plutôt une analyse de est-ce que le client est un bon client, est-ce qu'il paye, est-ce qu'il y a de l'argent. Ça paraît bête, mais on est parfois confronté à des situations où le client n'a pas les fonds nécessaires pour réaliser son projet. Donc on va trouver des problèmes derrière. Donc, est-ce que ça correspond à ce qu'on sait faire? Est-ce qu'on a les ressources? Ces questions basiques, mais qui sont fondamentales. Si c'est le cas, on va y aller et on va investir le chiffrage. Parce que quand on chiffre des projets de plusieurs centaines de millions d'euros, le coût de l'étude, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Bien sûr. Donc, à un moment, ça paraît bête, mais chiffrer pour le plaisir de chiffrer, c'est con d'aller claquer 1,5 million d'euros pour juste découvrir, finalement, ça ne nous intéressait pas ou on n'a pas envie de le faire. Donc c'est un peu con. Donc on bascule, et j'ai un deuxième comité qui est avant de remettre le dernier prix, où là on refait, on regarde l'étude qui a été faite. Techniquement, c'est extrêmement difficile, parce que c'est des professionnels qui savent ce qu'il faut mettre dedans, mais on regarde les niveaux de marge et surtout tout ce qui est l'analyse de risque. Est-ce que le contrat qui nous a été proposé, on a été capable de le discuter, d'amender un certain nombre de choses, ou est-ce qu'on nous fait prendre trop de risques par rapport au contrat? C'est une question. Est-ce que tu fais aussi, en fait, ton plan de trésorerie par opération, par chantier? C'est des choses sur les grosses affaires, oui. Qui existent aussi dans ton mode de fonctionnement. Dans le comité d'engagement, il y a la courbe de trésorerie. Okay. Et on a imposé comme règle, quand je suis arrivé, que si la courbe de trésorerie était négative, on ne prenait pas l'affaire. Ok.
Pendant la durée de vie de l'affaire. Pendant la durée de vie de l'affaire. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est un vrai sujet dans nos métiers. Et ça a été un crève-cœur sur certains. Alors, il y en a eu quelques-unes où on a été obligé de dire vous ne répondrez pas à l'affaire, vous avez tout chiffré, tout est prêt. C'est probablement une affaire avec une bonne marge, mais il faut financer. J'ai souvenir d'une affaire en Pologne où pour 50 millions de chiffre d'affaires, il fallait financer pratiquement 10 à 12 millions d'euros pendant toute la durée du chantier, pendant 2 ans. C'est pas mon boulot d'être banquier. Je n'ai pas à financer le client. Ouais. Et donc on a dit on ne fait pas l'affaire. C'est souvent une des données qui vient tout à la fin. En fait, le sujet de la trésorerie sur les opérations. Et en fait, on commence à se poser ce genre de questions quand effectivement, en fait, le marché est parfois un peu plus difficile ou que les marges deviennent un peu plus étroites. Tu vois. Je trouve que c'est important de rappeler effectivement qu'en fait, c'est aussi important de savoir quand est-ce que le client va nous payer et quelle est la courbe de cash qui est liée aux opérations. Tu as même certaines affaires, alors c'est dans des pays lointains, très difficiles, où on gère que en cash. Ok. Parce qu'on sait qu'à tout moment, le chantier peut s'arrêter pour X raisons politiques, géopolitiques. Et donc, on fait en sorte d'être en cash positif tout le temps pour que si malheureusement ça s'arrête, voilà, on va démobiliser. On va s'arrêter, mais on ne sera pas avec des millions et des millions qui sont bloqués dans un pays où on ne récupérera pas nos sous. Tu opères aujourd'hui avec des marges qui sont... je ne sais pas comment on peut le dire, mais en fait, quand je vais donner les chiffres, les gens vont se dire, c'est quand même... il faut y aller, quoi. C'est entre 3 et 4% de marge sur tes métiers. Ça impose quoi comme discipline au quotidien, Pierre, d'avoir des marges comme ça qui sont... J'allais dire l'épaisseur du trait, mais en fait, 3 et 4% de marge, c'est quand même des marges qui sont étroites, tu vois, par rapport à d'autres marchés. Alors que... alors après, c'est le monde de la construction, comme ça. Hein. Et c'est vrai que quand on réfléchit, ça ne paye pas forcément le risque quand on voit la difficulté d'un chantier et les aléas qu'on peut avoir. On peut souvent avoir un risque de 30 à 40% de la valeur du chantier pour gagner 3 ou 4%. C'est vrai que c'est un peu disproportionné, mais c'est le propre de ce métier de fonctionner comme ça. Après, ça demande effectivement beaucoup de discipline au niveau du contrôle de gestion, du suivi des affaires. À la fois pour le management, conducteur de travaux, chef de chantier et autres, et puis sur la filière financière qui est très forte chez Colas et qui suit effectivement le bon déroulé des affaires pour anticiper les dérapages le plus vite possible, parce que plus on traite en amont les difficultés, moins elles vont avoir d'impact sur le résultat de l'affaire. Comment on anticipe les dérapages ? C'est quoi la méthode pour anticiper le dérapage ? Je pense que c'est essentiellement la revue d'affaires. Alors sur les grandes affaires, on a ce qu'on appelle les points 20, points 50, points 80, au niveau de l'avancement 20%, 50%, 80%. Okay. On fait une revue complète de l'affaire et de ses coûts. Donc on reprend tous les prix qu'on a pu avoir de fourniture, on reprend les quantités, les ratios d'avancement qu'on peut avoir au moment où on fait le point, et on essaie de projeter ça en fin d'année, en fin de projet, pour voir si les coûts sont maîtrisés ou si au contraire les coûts ont augmenté de façon significative. Auquel cas, on va avoir des plans de redressement, entre guillemets, sur le projet lui-même, ou dans les méthodes, ou dans un certain nombre de... Ouais, d'accord, ok. Y compris éventuellement la discussion avec le client, dans un certain nombre de cas, quand une partie des causes sont inhérentes au client. Ça arrive, on a un certain nombre de chantiers où le client est en retard. Quand on travaille dans le rail, généralement on passe derrière un génie civiliste qui a fait le tunnel, qui a fait le viaduc, des choses comme ça. Ça, il nous arrive assez fréquemment qu'on nous donne le chantier avec 1 an, 2 ans de retard, donc ça a des conséquences. Comment tu gères ça, justement, ces décalages d'opérations et de chantier ? Toi, tu construis une équipe, des gens qui vont y intervenir. On dit que dans nos métiers aussi, en fait, le planning, c'est aussi en fait le portefeuille quelque part de l'entreprise. Il faut que les gens soient face à une facturation, en tout cas sur nos métiers. Comment tu gères ces décalages de chantier ? Comment toi, tu arrives à les piloter, surtout dans la taille des chantiers. C'est la masse. Alors, il y a 2 choses. Il y a les petits chantiers où l'agence locale va gérer, et effectivement, elle joue sur le nombre de chantiers, sur le fait que quand il y en a un qui s'arrête, elle peut reprendre un autre, ainsi de suite. C'est l'effet statistique qui permet de s'en sortir. Et sur les gros chantiers, c'est la même
c'est la même dimension. Quand on a un chantier en retard, on essaie d'avoir toujours dans le portefeuille un ou deux chantiers qui permettent de faire patienter entre guillemets l'équipe, voilà. Mais on a toujours cette problématique de gestion de ressources. Ça reste le nerf de la guerre dans nos métiers, à la fois d'avoir des moments où il y a 3-4 gros chantiers en même temps et donc il faut mobiliser tout le monde et on n'a pas forcément toutes les ressources, ou à contrario de se retrouver avec des gens stand-by parce que ça n'a pas démarré, ainsi de suite. C'est tout l'enjeu effectivement de la gestion de nos ressources. Comment tu améliores la performance de tes opérations? Il est où le curseur? Il est à la vente? Il est à la production sur le terrain? Tu vas me dire, il est un peu des deux, je pense. Hein. Mais comment on fait, en fait, quand on cherche de la performance dans un monde qui est un peu instable et qui est difficile, dans lesquels on a des marges étroites, pour pas épuiser nos équipes, tu vois, sur des métiers qui sont exigeants? C'est quoi, toi? Comment vous faites? Là, on a beaucoup retravaillé l'année dernière sur des leviers d'achat, sur la massification des achats, sur les prix pour tirer le meilleur prix de trucs, puisque la diversité des pays et la taille fait qu'on doit pouvoir avoir de meilleurs prix que ce qu'on a aujourd'hui. On ne profite pas finalement de l'effet de taille de l'entreprise complètement. Donc on a travaillé sur ces éléments-là de performance. On a retravaillé aussi sur nos industries, donc sur nos postes, nos centrales à béton, sur un peu plus d'automatisation, sur aussi beaucoup d'analyse de la data, y compris avec de l'IA aujourd'hui, pour chercher de l'amélioration de la performance. Alors souvent, c'est des pouillèmes, mais des pouillèmes répétés tous les jours, ça finit par faire des sommes consistantes. Et puis après, on a travaillé sur l'accompagnement des équipes sur le terrain, sur les méthodes, sur les ratios, là on est sur le cœur de métier, sur la reforme aux États-Unis par exemple, ils ont recréé en prenant des hommes d'expérience, chefs de chantier, conducteurs de travaux, et qui ont refait des modules de formation sur les métiers de base. Parce que les générations ont tourné, parce qu'à certains moments, on a perdu un peu de compétences aussi sur nos métiers cœurs. Et donc, c'est pour être capable de reformer sur le métier, sur qu'est-ce que c'est que le conducteur d'engin, qu'est-ce qu'il doit faire, sur les basiques. Mais les basiques sont souvent importants et nécessitent de les revoir assez régulièrement. Tu parlais là de la digitalisation, tu parlais un peu d'IA, etc. Je sais qu'en fait, vous travaillez aussi sur des outils de prévision, en tout cas d'usure des routes, etc. Donc ça veut dire que toi, aujourd'hui, dans ton business model, tu sais quelle route va être à refaire dans 10 ans ou dans 15 ans. Tu as un modèle comme ça? Non, on n'est pas. Par contre, on est sur des modèles à la demande du client, de lui faire une analyse complète de son parc ou de son infrastructure, pour lui dire voilà les défauts ou l'usure, ainsi de suite, et les types de traitements que tu peux faire, et lui proposer une planification pour dire tu vas pas faire tout en 8 jours, mais tu vas étaler sur 2 ou 3 ans ton plan. Donc, une espèce de plan de maintenance ou plan d'entretien prédictif sur ce truc. Après, sur les grosses infrastructures, on sait la durée de vie d'une route, on sait la durée de vie d'une piste aérienne, ainsi de suite. Donc on sait qu'à échéance, les pistes, par exemple les pistes militaires, tous les 10-12 ans, il faut refaire la piste parce que les avions de chasse nécessitent des tolérances très fortes, ainsi de suite. Donc on se doute que la piste va arriver. Après, on se heurte pour une planification plus fine à la problématique des financements. Et de la collectivité, de sa capacité à financer. On est souvent dans le monde des infrastructures avec des financements. C'est coûteux de refaire une route, c'est coûteux de refaire une piste d'aviation. Quand les finances se tendent, on a tendance à décaler ce type de projet parce que ça ne se voit pas. Alors le risque, c'est que si on attend trop longtemps, après, on se retrouve à avoir dégradé tellement que ça coûte beaucoup plus cher. Mais cet effet... l'année un peu difficile, on refera le rond-point l'année prochaine. C'est un grand classique de nos collectivités. Colas, aujourd'hui, c'est une entreprise fille, on peut dire, du groupe Bouygues. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans un groupe aussi important, avec cette taille-là? Est-ce que vous avez votre identité à part? Quels sont les partages que vous faites avec la maison mère? Comment tu vis je sais pas, ce groupe collectif? Est-ce que vous êtes parfois en concurrence sur des opérations? Est-ce que vous travaillez parce que tes clients à toi, ils peuvent aussi venir d'autres groupes, tu vois? Comment ça fonctionne? Tu peux m'en dire 2 mots? Alors, avec le groupe, il
il y a une instance de direction, un comité de direction et le patron, Olivier Roussat, qui dirige cet ensemble. Donc on a des points de contact réguliers, tous les 15 jours à peu près. Alors c'est vrai que au premier abord, c'est parfois un peu compliqué de mélanger de la télé, des télécoms et de la construction. Donc c'est plus à l'échelle de la construction où on a des synergies, un travail en commun. On travaille sur, à nouveau, les achats, parce qu'il y a des choses où on achète les mêmes produits quelque part. On travaille aussi sur un certain nombre de projets ciblés sur lesquels c'est important de faire une offre conjointe, y compris avec nos camarades d'Equans sur les énergies-services, notamment parce que un certain nombre de nos clients, pas tous, mais un certain nombre des clients, sont demandeurs d'une offre globale. Ils veulent avoir qu'une seule tête en face d'eux, ils veulent avoir un groupe solide qui soit capable de délivrer le projet. Et donc on vient assembler quelque part les briques d'infrastructures, de construction, de bâtiments, d'énergie-services pour faire une offre à nos clients. Donc ça, c'est le travail des synergies. Et puis on travaille aussi sur les hommes et les femmes de l'entreprise pour offrir des passerelles et pour permettre des carrières entre les différents métiers, parce que même si on ne fait pas exactement le même métier, il y a quand même beaucoup de communautés, et que les compétences d'un manager de centre de profit dans la route, c'est à peu près les mêmes que dans la construction ou dans les énergies-services. Donc on travaille aussi beaucoup sur la rotation de nos équipes. Alors, tout le monde ne bougera pas, il n'ira pas partout, mais néanmoins, ça offre des opportunités à nos collaborateurs. Et nous, ça nous permet aussi d'amener du sang neuf, d'amener aussi des idées neuves, parce que c'est un bon moyen de régénérer des fois notre management. D'ailleurs, sur les hommes, je voulais t'en toucher 2 mots. On a des métiers qui sont difficiles, il faut se le dire pour de vrai. Hein, c'est des métiers qui sont pas simples. C'est encore plus vrai, toi, dans tes métiers aussi. Hein, enfin, les gars, ils travaillent au soleil, dans des conditions parfois qui sont difficiles, quasiment une grande partie du temps à l'extérieur, avec des grosses machines, à des endroits où il n'y a pas grand-chose, parce que les routes, elles passent parfois, il n'y a pas grand-chose à côté, ils sont beaucoup en déplacement. Comment tu arrives à recruter ? C'est un enjeu pour toi, ou alors aujourd'hui, c'est un truc que vous avez réussi à hacker ? Comment ça marche ? Alors, effectivement, ça reste une difficulté de régénérer notamment les populations ouvriers, chefs. Il y a certains endroits où un talent pour nous, c'est le conducteur de la machine, parce que c'est le poste le plus difficile à pourvoir. Donc ça passe beaucoup par de la communication, par une valorisation de nos métiers, renforcer l'attractivité. Mais c'est vrai qu'on est dans des métiers qui sont plutôt en perte de vitesse. On va beaucoup voir les écoles, y compris de plus en plus au niveau collège, voire même en dessous, pour montrer nos métiers, attractiver. Voilà, donc on a des choses amusantes. On a un certain nombre notamment des collaborateurs, chefs de chantier, chefs d'équipe qui vont avec le tractopelle au collège. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est souvent les filles qui sont le plus intéressées par conduire l'engin. Le problème, c'est quand elles rentrent à la maison, leur papa leur explique que non, elles ne conduiront pas une pelle. C'est fou, mais effectivement, on essaie aussi de faire ce travail de communication auprès des écoles pour dire il y a une vie dans le monde de la construction, des TP, puis une vie intéressante, une belle vie. Et tu as parlé justement des femmes. On est des métiers, en fait on n'arrive pas à féminiser. En fait, on arrive à retrouver, moi je le dis souvent, on arrive à trouver des femmes dans les métiers intermédiaires, tu vois, conducteurs de travaux, ingénieurs d'affaires, etc. On arrive à trouver un peu des femmes, peu dans les équipes de direction tout en haut, et peu sur le terrain, en fait. Hein. Elles sont vraiment au milieu dans nos entreprises. Vous faites des choses autour de ça pour arriver à faire... On essaie de recruter effectivement beaucoup d'ingénieurs ou équivalents conducteurs de travaux, de les accompagner, parce qu'on s'est aperçu effectivement, on en perdait beaucoup au moment de la parentalité. Donc on a une question autour de l'organisation du travail liée à la parentalité, qui touche aussi les hommes, mais on est encore dans une société où c'est souvent les femmes qui sont en première ligne sur ce sujet. Donc il y a une vraie question d'organisation de l'entreprise, des chantiers par rapport à la gestion de la parentalité, parce qu'effectivement, quand on demande à quelqu'un d'être à 7h du matin sur le taf, et puis des fois la réunion de chantier finit à 19h,
ça devient compliqué pour aller chercher les enfants à l'école et s'en occuper. Donc il y a un moment, on a un problème là-dessus, qu'on essaie de traiter sur l'organisation des chantiers. On pousse aussi effectivement dans le management pour avoir de plus en plus de femmes dans les postes élevés. Moi, le comité de direction, on est à 40, un peu plus de 40% de femmes. Malheureusement, essentiellement des fonctions de support, peu de fonctions opérationnelles, parce que j'ai pas cette génération qui a été créée. Donc on y travaille. Et puis sur le terrain, qui est l'endroit où là on a le moins de femmes. Alors, j'ai quelques initiatives intéressantes, notamment au Canada, j'en ai un peu aux États-Unis, j'en ai en Namibie aussi, où on a des équipes de femmes. Complète de route, donc super avec un conducteur de finisher, le chef d'équipe, l'intégralité. Mais il y a encore un gros travail pour attirer les femmes là-dessus. Moi, je crois beaucoup on a fait quelques expériences quand je travaillais dans les énergies services avec Bouygues Énergie Service, des promotions aussi de femmes qui, après la maternité, revenaient au travail, n'avaient pas envie de reprendre le premier travail qu'elles avaient fait en début de carrière. Et donc, on prenait, on faisait des formations un peu longues pour les intégrer sur le chantier, notamment en éclairage public. Mais ça reste l'enjeu majeur, voilà. Et un enjeu d'autant plus fort que dans un monde où on a du monde à attirer, se priver de la moitié de la population, c'est un peu con, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Bon. D'ailleurs, tu me fais une super passe pour la suite. Sur la partie développement et croissance, en fait, vous avez aussi fait beaucoup de développement avec de la croissance externe. C'est aujourd'hui encore un axe de développement pour toi, pour le groupe Colas. Comment tu t'y prends pour les faire? Quels sont tes marchés cibles? Est-ce que c'est des marchés qui sont essentiellement à l'international? Je sais qu'aujourd'hui, tu fais 60% de ton chiffre d'affaires à l'international. Comment on fait justement pour s'implanter à l'international? Est-ce qu'on le fait from scratch? Est-ce qu'on le fait avec de la croissance externe? Quel est ton modèle par rapport à ça? Alors, l'acquisition fait partie intégrante de notre modèle, et le fait d'en faire tous les ans fait partie du business model de Colas. Ça fait partie des choses qu'il faut qu'on fasse, notamment parce qu'on est un métier d'agence et de proximité. Et donc, quand on rachète une société, on rachète un portefeuille, des équipes, une implantation, une marque. Et donc, on rachète quelque chose qui a une certaine pérennité. C'est plus difficile quand on ne fait que des projets, où finalement on achète un portefeuille de projets, mais qui s'éteint au fil de l'eau. Donc, alors que dans nos métiers d'agence, quelque part, c'est plus simple de racheter, et on rachète quelque chose qui a du sens et qui a de la durée devant nous. Donc ça a plus de valeur de faire les acquisitions. C'est pour ça que Colas est très axé là-dessus, et Cons aussi, mes camarades de l'année sont aussi dans le même modèle, et donc ils sont aussi beaucoup axés sur la croissance externe. Ceci étant dit, donc on fait deux types de croissance externe. On fait des grosses acquisitions dans des pays nouveaux ou assimilés. C'est quoi grosse acquisition, Pierre? Alors, c'est plus de 100 millions de chiffre d'affaires. OK. Parce que quand on arrive dans un pays nouveau, il faut trouver une marque, il faut trouver un ancrage, et il faut trouver aussi une organisation, une ossature autour de la boîte qui va permettre après de croître et d'absorber d'autres petites boîtes. Si on n'a pas une certaine taille, ça va être compliqué. Une autre façon de le dire, si on achète 10 boîtes qui font 10 millions d'activités, après ça fait un conglomérat, c'est extrêmement difficile d'en faire une structure solide. Après, ça reste une plante. Donc il faut un bateau amiral au départ. Okay. Après, on va pouvoir mettre une flottille autour, mais il faut le bateau amiral. Okay. Quand on est sur des pays où on est déjà très présent, l'objectif c'est de racheter là on achète des plus petites boîtes qui viennent être intégrées dans le réseau. Là, on a déjà le bateau amiral, donc on peut intégrer les petits bateaux. Et là, on vient acheter plutôt ou des zones géographiques où on est un peu absent. On a acheté il n'y a pas très longtemps, on n'est pas absent, mais on était moins fort. En Bourgogne, on a acheté le groupe Rougeau. Ok, une belle maison, de Bourgogne, un peu de bâtiments, TP. Je crois qu'il y a un poste, il doit avoir une carrière, donc une belle maison récemment. Parce que la Bourgogne est une zone où on était pas très dense, donc ça nous permet de monter en compétence et de racheter une belle boîte. On vient acheter des métiers des fois où on se développe. On achète pas mal en France d'espaces verts en ce moment. On est bien positionné parce que la demande client des collectivités, c'est un peu plus de macro-lot, on va dire, entre la place du village, des espaces verts, des choses comme ça. Donc être capable d'intégrer les deux est utile pour nous. Ça nous permet de croître aussi et de nous diversifier un peu, et d'offrir aussi des fois à un certain nombre de nos collaborateurs des passerelles intéressantes, passionnantes. On est très rural, hein, nous on aime bien le terrain, l'agriculture, donc c'est vrai que ce côté espace vert, ça plaît pas mal à nos équipes. Ça
Ça, c'est sur le marché français ? Sur le marché français. Et à l'international, on est beaucoup sur renforcer les positions. On parlait de parts de marché en début d'entretien. Pour faire croître ces parts de marché, les acquisitions locales nous permettent de compléter. Il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, on a racheté. On avait sur la côte est, au sud, en Géorgie, on avait 2 positions, nord et sud, et entre les deux, il y avait un trou sur 50 km. On est venu acheter une boîte qui donc très clairement, on revient faire une banane dans lequel on a un truc, ça facilite les échanges, ça facilite le transport, enfin bon, voilà. Donc typiquement ce type d'acquisition. Ce côté international, c'est à la fois une richesse. Et les zones aujourd'hui que tu vois les plus dynamiques ou les plus à risque, c'est lesquelles dans ce marché international ? On reste sur une grosse dynamique sur les États-Unis. Le Canada est un petit peu en difficulté en ce moment, le marché est un peu tendu, puis avec les histoires de tarifs, ça a mis un coup de frein sur l'économie, mais c'était une belle zone, le Canada de développement. L'Australie se repart pas mal. L'Asie du Sud-Est, on fait essentiellement du négoce de bitume, plutôt en difficulté en ce moment. L'Afrique est une zone où on est de moins en moins présent. Parce qu'à risque, tu dis ? Parce qu'à risque sur le financement, il n'y a pas d'argent. Okay. Donc à un moment, on fait des projets, mais personne n'est là pour payer. Donc ça pose souci. Et puis, par contre, le Maroc est en plein boom en ce moment. Avec le TGV, on est en train de réaliser le TGV pour la Coupe du Monde de football. Il y a plein de bons projets. Le nord de l'Europe est plutôt en bonne santé. Finlande, Danemark. L'Europe de l'Est est un peu plus en souffrance. Voilà. Après, on vit aussi au gré des élections. Bien sûr. La Hongrie était un pays où on a une très grosse position, mais en grande difficulté depuis pendant l'ère Orban. Une zone difficile. Le changement, on espère que le changement va ramener des fonds européens et va redynamiser la Hongrie et permettre de recapter un peu de croissance. Toi, ton quotidien, il est aussi lié à comprendre ton environnement, c'est ça ? Tu passes, c'est quoi tes méthodes pour arriver à comprendre les grandes tendances du monde ? Parce que quand on est présent, tu vois, moi, si je dois prendre mon exemple sur lequel on a 6 implantations en dehors des frontières françaises, on fait des projets un peu internationaux en suivant nos clients. J'essaie de comprendre ce qui se passe sur les marchés. Déjà, c'est très compliqué de comprendre les cultures qui sont parfois très différentes, tu vois, et comprendre les dynamiques en fait de ces marchés-là, qui sont des méthodes de travail qui sont différentes. C'est déjà compliqué de comprendre, arriver à comprendre ce qui se passe à l'horizon en fait d'un seul pays, de la France, de notre marché. Toi, comment tu gères Déjà, nous, on est, dans chaque pays où on est présent avec des équipes locales qui y vivent. Le management, pour la plupart, est local. La Hongrie, c'est un Hongrois, la Pologne, c'est un Polonais, et ainsi de suite. Ça, c'est une règle. C'est au fil du temps, on a commencé dans beaucoup de pays avec des expatriés, souvent français. Voilà. Et quand le pays prend la maturité, on fait monter en pression le management local. On est quand même mieux servi par un Polonais en Pologne que d'envoyer un Français qui ne parle pas le polonais. Ça paraît bête, mais ça fonctionne mieux globalement. Maintenant, la plupart de nos pays sont matures depuis longtemps, donc on est passé dans cette étape où on est plutôt avec du management local. C'est mieux. Et donc, on s'appuie beaucoup sur ce management, sur la compréhension de son marché. C'est aussi les réflexions au moment des périodes un peu particulières de budget, d'estimation. Parce qu'il va faire des projections pour l'année. Après, on a arrêté de faire des scénarios long terme sur la politique ou parce que ça bouge tellement vite. Se dire qu'est-ce qui va se passer en Europe de l'Est dans 10 ans, je pense qu'on se fait plaisir, mais voilà. Donc on a arrêté les grands scénarios stratégiques. On a plutôt défini des axes, un cadre de jeu, et puis à partir de là-dedans, on navigue un petit peu à vue, mais malheureusement, ça fait partie du jeu. Donc tu as des budgets que tu pousses à 3 ans, 3-4 ans ? On a des budgets à 3 ans, ouais. On a une estimation du budget à 3 ans. On a un vrai budget à l'année où là, il y a quelque part, il y a la notion de portefeuille, choses comme ça, puis après, à 2-3 ans, les tendances, en disant, ce qu'on voit du marché, ce qu'on pressent, des investissements, choses comme ça, ça permet de dire, on va pouvoir capter un peu de croissance, ou au contraire, les temps vont être un peu plus difficiles, donc on va baisser un peu. Voilà. Ok, intéressant. C'est une vision plus court-termiste et plus de réactivité, plus d'agilité aussi dans le modèle, parce que le monde dans lequel on vit, il va de plus en plus vite,
Et tu y ils arrives changent. dans un groupe aussi important, enfin quand je dis Ouais. aussi important, avec autant de BU, autant de patrons, parce que chaque pays, il y a peut-être différentes BU d'ailleurs, en fonction de tes métiers d'ailleurs, je sais pas comment ça fonctionne, mais tu me l'as expliqué tout à l'heure. Mais tu arrives à avoir cette agilité, cette réactivité. Est-ce que c'est parce que tu disais que c'était très pyramidal, donc il faut pour prendre des décisions qui sont importantes quand même que ça remonte, tu vois. Et les allers-retours, ils sont comment t'arrives à les organiser ça, toi? Ou Les allers-retours, ils sont déjà il y a, les 2 moments budgétaires de l'année. On refait une reprévision en mai et puis avril-mai, et on fait le budget et la prévision à fin d'année en octobre. Donc c'est des moments charnières dans lesquels on revoit tous les patrons de pays. Et donc ça permet à ce moment-là d'avoir la discussion de fond pour voir où ça va et comment ça, parce que chacun vient avec son contexte. C'est pas simplement dire je vais faire X millions, c'est aussi dire vu ce que j'ai, vu ce qui se passe en ce moment, vu les investissements, vu mes clients, je pressens ça. Donc un budget, c'est toujours une histoire. On essaie d'imaginer ce que sera demain, donc on raconte une histoire. Donc ils viennent raconter une histoire. Après, on y croit ou on n'y croit pas, mais ça c'est une autre question. Donc ça c'est des moments charnières. Et puis après, c'est à travers les visites. Sur place qu'il y a à nouveau ces discussions sur les tendances, sur les trucs, et ce qui fait que on oriente aussi les visites en fonction de... Moi, je vais voir les pays qui pourraient être en difficulté ou où il y a des questions. C'est clair qu'on prioritairement, on va voir là où il y a besoin d'avoir une action de fond ou avoir une discussion avec le patron sur les tendances difficiles ou un questionnement sur l'avenir. Et en termes de culture, juste pour terminer sur l'internationalisation de Colas, qui est une boîte très internationale quasiment depuis très longtemps, c'est ce qu'on disait, depuis des dizaines et des dizaines d'années sur l'internationalisation. La culture, vous parlez français, vous parlez anglais, ton quotidien, il est, tu vois, tu disais, on a un ancrage très local. Ouais. Alors, on parle au siège, on parle français. Malheureusement, on est encore très franchouillard. Tu dis malheureusement, c'est parce que tu aimerais que ça soit... Ouais, ça serait plus on peut internationaliser, mieux c'est, notamment pour nos collaborateurs à l'international, qu'ils n'aient pas le sentiment d'être... alors, on est fondamentalement une boîte française, le cœur est français, et donc on n'a pas envie de changer ça. On est fiers d'être un groupe français, le groupe Bouygues. Il n'y a pas de... Voilà, un groupe français qui travaille à l'international, qui est international, mais le cœur reste français. Donc la langue française restera un élément important. Après, dans le quotidien, avec les patrons, la majorité est française. Et puis sinon, je suis en anglais avec l'américain, le canadien en français, il parle aussi français, donc voilà. Et comité de direction, on est en franglais, on va dire, on est en anglais, et on a accepté que ceux qui avaient un peu de difficulté en anglais parlent en français, on fait traduire. Voilà. On essaie au maximum d'être une langue internationale sur l'anglais. C'est parfois c'est pas toujours évident. Il y a certains pays où on a du mal à trouver des gens qui parlent anglais, quoi. Enfin, bien sûr. Je comprends. Bon, après, on parle un anglais de chantier. Mon anglais, chantier, j'ai un accent dégueulasse, mais on s'en fout. Fondamentalement, on a tous accepté l'idée qu'on parlait mal et mais que ça marchait. Je voulais qu'on aborde un sujet qu'on parle de transition écologique un peu. C'est un de nos sujets. Nous, on a eu, il y a quelques temps maintenant, la certification B Corp. C'était une démarche qui était importante pour mon groupe, tu vois, de s'engager dans cette dynamique-là. On sait que nos métiers, que ce soit du TP ou du BTP, en fait, on a un impact qui est très fort aujourd'hui. Le bitume, je mets les pieds dans le plat tout de suite. Le bitume, c'est pas très green quand même, tu vois. Comment tu gères ça? Comment tu réponds à ça? Qu'est-ce que c'est une route bas carbone? On entend parler de ça, j'en entends parler. Tu peux m'expliquer comment tu abordes ce point qui est un sujet important, puis après on parlera de l'économie qui est associée à ça, parce qu'en vrai il y a un vrai sujet. Alors il y a deux aspects. Il y a un aspect interne, entre guillemets. Nous on s'est engagé à travers le SBTI, donc Science-Based, je sais plus quoi, indicateur. Donc c'est des outils de mesure, voilà. Et donc on s'est engagé à baisser de 46% les Scope 1 et 2. Scope 1 et 2, c'est notre périmètre. Et puis Scope 3A, donc qui est nos fournisseurs, nos sous-traitants, on s'est engagé à baisser de 30% tout à l'horizon 2030.
Donc Ouais. c'est un chemin qu'on s'est C'est donné. chaud quand même, hein, 46% en 2030. Ouais. On va dire que le chemin qu'on a choisi, il est ardu, mais il a l'air accessible. Puis après, il y a un gros travail sur les fournisseurs, sur les sous-traitants, pour avoir des produits bas carbone. Donc ça, c'est on va dire l'interne. Et puis l'externe, c'est offrir des solutions à nos clients bas carbone. Donc effectivement, une route plus vertueuse. Ça passe à la fois par ce qu'on appelle des liants, donc des substituants, tout ou partie du bitume pour constituer le revêtement de la route. Et donc ça, c'est des produits dits biosourcés, beaucoup de choses qui viennent des résidus de l'industrie agroalimentaire. À la fin, il y a beaucoup, il reste des liqueurs noires. Dans la papeterie aussi, par exemple, on a à la fin des liqueurs noires, ce sont des esters. Ça peut partiellement substituer au bitume. Donc ça permet de mettre des produits qui sont recyclables. Et donc voilà, on peut le truc, on met des résines. C'est la même chose que le mâche-fer que vous utilisiez Non, pour... le mâche-fer, et après, on a toute une filière de recyclage des matériaux. Okay. Donc on peut substituer une partie des matériaux par des choses plus vertueuses. On a un gros travail sur le recyclage. Aujourd'hui, les bétons, ils se recyclent pratiquement, on concasse les bétons de récupération. On les remet dans les couches de roulement. Le bitume, quand on enlève la croûte supérieure, le bitume, on le concasse et on le réinjecte dans le poste. On peut aller, dans certains pays, on va jusqu'à 70% de réutilisation. Enfin, on réutilise 100% de ce bitume. Mais on peut monter jusqu'à 70% de la constitution d'un nouveau bitume. Et on considère alors c'est peut-être pas éternel, mais qu'on va pouvoir faire peut-être 10 ou 15 cycles, donc de refaire la route 10 fois. Si on l'a fait tous les 12-15 ans, ça veut dire que les 150 prochaines années, on va tourner avec le même bitume. Ouais, d'accord. Donc déjà, ça change sérieusement la donne. C'est pour ça que tu parles de ces liants qui, eux, sont essentiels. Ces liants qui vont substituer au bitume. Et puis, il y a ce recyclage. Alors, ça ne résout pas tout, mais ça baisse très significativement l'impact carbone. Après, ça parle pas beaucoup aux gens, mais finalement, nous, le bitume, on le récupère des raffineries. C'est le sous-produit de la raffinerie. On l'étale sur la route. On ne brûle pas. Donc, on ne produit pas de carbone quand on réfléchit. C'est un produit inerte. Comme on le recycle en plus à volonté. Finalement, notre l'empreinte carbone, c'est que ce bitume, il est solide à température ambiante. C'est pour ça que ça fait une route. Et pour le bouver, le transporter ou le mettre en œuvre, il faut le chauffer. Donc, en fait, le gros enjeu pour nous, c'est cette chauffe. Comment on fait pour baisser à la fois les températures ou le moyen de chauffe. Parce que dès qu'on met un camion, dès qu'on met un truc, il faut chauffer le camion. Et donc, c'est ça qui est consommateur dans le bitume. Le bitume en lui-même, quand tu réfléchis, tu prends un truc sorti de raffinerie et tu l'étales. Et question peut-être complètement bête, hein, et du coup, il n'a pas un impact, ce bitume, sur l'environnement avec les eaux de ruissellement? Non, parce que déjà, il y a la plupart sur les autoroutes, partout, c'est récupéré. Et puis, une fois qu'il est mis en œuvre, il n'y a plus d'impact de pollution. Et puis, donc, quand on vient rénover la route, on récupère, on recycle. Donc, il ne part pas dans la nature, on ne fait pas un grand trou pour l'enfouir, on le récupère et on le recycle. Tu retraites, Ok, hyper intéressant. On a fait le deuil de dire on va le vendre plus cher. Hein. Cette notion-là, on a abandonné tout espoir. Aujourd'hui, il faut être capable d'offrir des produits bas carbone au même prix, voire moins cher que du produit carboné. Très carboné. Et donc, mais même dans ce contexte, c'est de moins en moins une attente de nos clients. Et puis on se heurte aussi à aussi une certaine frilosité par rapport à tout ce qui est innovation, choses comme ça. Donc on a beaucoup de clients qui aimeraient bien, mais au final, on va quand même faire comme avant. Ouais, c'était ma question d'après. C'est qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est en fait la technologie, les nouvelles technologies, c'est-à-dire l'innovation que tu pourrais avoir, parce que les choses bougent aussi dans ton secteur, elles peuvent bouger vite, ou alors le changement des mentalités, mais tu viens d'y répondre. Le changement des mentalités. C'est le vrai sujet, c'est le changement des mentalités. Les organismes de contrôle, les équipes, la culture des équipes. Un service technique d'une agglo, il travaille comme ça depuis un certain temps, il n'a pas du tout envie de se remettre en cause pour déployer une nouvelle technique, contrôler une nouvelle technique, et donc il va privilégier, faites comme avant, quoi. Et tu as des zones géographiques dans le monde, pour le coup, qui sont hyper en avance là-dessus, sur
C'est probablement l'Europe du Nord qui bouge le plus vite. Ouais, ok. Voilà. Un petit peu la France était en pointe, mais on est plutôt en train de stagner. Ok. L'Europe, Europe de l'Est, Europe centrale, Europe de l'Ouest est en train de monter un peu en puissance et de dépasser la France. Et puis on l'a dit, le continent nord-américain, elle s'en fout. L'Asie, pas très actif. On arrive à vendre un peu de produits d'hiver en Australie. Ça commence à bouger un peu. Ok. Ouais. Et ces gadgets, là, ce dont on entend parler, c'est les roues, tu sais, qui vont permettre de recharger les véhicules en roulant, etc. Pour l'instant, on est encore dans le cadre de l'expérimentation un peu gadget, c'est ça? C'est pas je ne sais pas si c'est gadget, c'est pas un terme très, très valorisant, mais c'est vrai qu'on est dans l'expérimentation. Aujourd'hui, on n'a pas encore résolu tous les problèmes. Techniquement, on sait faire ces fameuses routes qui rechargent. On a aussi les questions éventuellement de caténaires. Il y a aussi des solutions où on fait comme des trains en fait en bord d'autoroute qui ferait que les camions montent un pantographe et puis se chargent sur un bout de caténaire. Mais les deux posent des problèmes de... du coup, c'est moins facile d'utiliser la route. Si vous avez les caténaires, le problème, c'est que tout d'un coup, il y avait des trucs en suspens au-dessus du ciel. Si vous avez au sol, déjà, il faut tout rouvrir. Il faut faire beaucoup de travaux. Ça coûte assez cher de faire. Et puis après, il faut alimenter tout ça aussi. Il faut être capable de gérer l'infrastructure électrique, ce qui est pas gagné. Il suffit de regarder aujourd'hui les bornes de recharge pour véhicules électriques. On a quand même l'infrastructure, elle se densifie en France, heureusement, parce qu'on était peut-être très loin. Ça devient satisfaisant, mais il y a encore plein d'endroits où il n'y a pas le jus. Ouais, complètement. Bêtement. Ouais, tout à fait. Non, je suis complètement d'accord avec toi. On peut mettre des bornes, mais voilà. Et quand vous arrivez pour charger, si vous êtes 3, vous dites merde, ça ne charge pas aussi vite qu'on l'avait imaginé. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je voulais terminer sur un point qui est important, c'est-à-dire que on est sur des métiers, on en disait tout à l'heure, qui sont essentiels, mais qui sont un peu invisibles. C'est frustrant quand même, en vrai, tu vois, de considérer que le monde est en train de se transformer avec les nouvelles technologies, avec l'IA. Dans tous les cas, on aura toujours besoin de routes, d'infrastructures pour se déplacer, pour acheminer du matériel. J'ai demandé récemment à Claude en fait, de me sortir la liste des métiers qui vont disparaître et ceux en fait, qui vont continuer à avoir une belle carrière devant eux. Tous les métiers manuels de nos métiers en fait, n'ont pas prévu de disparaître demain. Ils vont se mécaniser. Ce qui est sûr, c'est que la robotisation prend beaucoup plus de temps que l'IA. Ça, c'est une réalité. Comment on fait venir les gens à nos métiers? Tu t'en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu arrives à leur dire, toi? Comment on arrive à les faire venir? Et comment Colas, toi, comment tu fais tu portes ce drapeau-là? Alors, tu m'as dit que tu allais dans les collèges, avec tes équipes. Mais plus largement, qu'est-ce qu'on doit leur dire aux jeunes pour qu'ils viennent dans nos métiers? Finalement, je m'aperçois que on capte les gens et quand on leur montre ce qu'on fait. Tous ceux qui viennent faire un bout d'essai ou un machin, la plupart, on les garde. C'est assez paradoxal. C'est intéressant. Quand on les amène, j'imagine que le métier de cordiste étant passionnant, quand on arrive à mettre quelqu'un sur une corde, si sa passion de faire de l'alpinisme, on n'a pas de question. Une fois qu'il a goûté, il y reste. Donc je pense que la vraie question de l'attractivité, c'est effectivement faire connaître un peu plus nos métiers et puis amener les gens à quelque part à essayer. Une fois qu'ils ont essayé, on y reste. Et je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté mon invitation dans le podcast parce que plus il y aura de gens comme toi pour parler de nos métiers, pour les mettre en avant, pour expliquer à quel point ils sont essentiels, etc. Et en fait, plus on aura de la visibilité pour faire venir les gens à nos métiers. Je pense que c'est je termine toujours mes interviews de la même manière. Pierre, je pose toujours une question à la fin. C'est quoi, toi, la compétence qui fait que tu es devenu ce dirigeant-là, que tu as réussi à faire ce parcours-là? Quelle est la compétence que tu dirais à un jeune aujourd'hui qui voudrait avoir le même parcours que toi dans un groupe, dans des métiers qu'il faut absolument acquérir? En fait, en vrai, c'est quoi ton super pouvoir un peu ou ta super compétence, tu vois, que tu as réussi à développer? Alors moi, c'est ma fille qui a dit que j'étais un super-héros et que j'avais un super pouvoir, c'est que j'arrive à dormir à peu près n'importe où et n'importe comment. Okay. Ça, c'est un vrai super pouvoir. Okay. Ça me permet de voyager, ça me permet de faire tout... Voilà, donc si j'ai un super pouvoir, je dors dans n'importe quelle position, n'importe quel endroit et à peu près n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc ça c'est fort utile. Quand tu te déplaces beaucoup, j'aime beaucoup aussi Jacques Chirac pour sa visite du Salon de l'Agriculture, parce qu'une partie aussi de mon boulot consiste à bouffer à peu près n'importe où, à n'importe quelle heure et n'importe quoi. Okay. Donc ça aussi, c'est un super pouvoir super utile. Plus sérieusement, je pense que ce qui a fait la différence en termes de carrière, c'est que j'ai
j'ai toujours accepté de bouger n'importe où, n'importe quand. Ok. Voilà. Donc effectivement, les opportunités sont passées. Il faut du bol. Il n'y a pas de grande différence entre la plupart des managers. C'est pas plus intelligent, plus machin bidule. Il faut un peu de bol. Et puis, je ne sais plus qui disait, mais déjà quand il faut être à l'arrêt du bus quand le bus arrive. Donc c'est ça le bol. Et puis après, il faut avoir l'envie de monter dans le bus quand il redémarre. Et donc je pense que c'est ça qui fait beaucoup de la grosse différence à un moment. Chaque fois qu'on m'a proposé de changer de job, d'aller à un autre endroit, de changer d'endroit, et pour ça j'ai la chance d'avoir une femme en or et formidable, qui a toujours suivi, qui a jamais trop grommelé quand les rideaux étaient plus à la bonne taille et ainsi de suite. Et donc je pense que la clé c'est cette disponibilité entre guillemets pour les opportunités. Parfait. Merci beaucoup d'être venu sur Build, Pierre. C'était un grand plaisir. C'était hyper sympa de te recevoir. Merci. Merci pour ton franc-parler. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a dépassé, je suis très heureux de vous l'annoncer aujourd'hui, les plus de 65 000 abonnés à la chaîne YouTube. Merci à tous pour ça. C'est génial. Continuez à partager les épisodes, continuez à mettre un petit like et puis à nous mettre un commentaire pour savoir quels autres invités vous voulez qu'on invite. Et en tout cas, continuons à construire. Let's build. Merci à tous.